y aura des hommes. L'homme qui est assis en face de moi est devenu en quelques années le roi, le pape, l'empereur des émissions de télévision ou de radio consacrées à la gastronomie et à celles et ceux qui la font. D'ailleurs, peut-être avez-vous déjà vu sa photo façon Wanted à côté d'autres journalistes de renom, car oui, l'homme qui est assis en face de moi fait rêver les uns et claquer des dents les autres. Alors il est là, parfaitement à l'heure, complètement trempé parce qu'il pleut, mais il pleut à Paris tous les jours ou quasiment, donc ce n'est pas vraiment une nouvelle. Une casquette, des lunettes fumées, un pull kaki, une chemise beige. C'est à la fois classique et un tout petit peu rock'n'roll. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le recevoir, mais je n'osais pas. Il y a quelque chose de statutaire chez cet homme-là. Malgré les bagues aux doigts et l'air décontracté, je n'osais pas lui écrire. Et si on ne me l'avait pas formellement présenté lors du championnat du monde de l'œuf maillot, ça ne s'invente pas, je n'aurais pas osé lui parler. Alors d'abord, merci mon cher ami Guilherme de Serval pour l'introduction. Je vous promets de m'abstenir de toute tentative de jeu de mots du genre « Pour une fois que c'est vous qui allez passer au grill » ou encore plus finaux, n'ayez crainte, ici, personne ne passe à la casserole. Bienvenue François-Régis Gaudry et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça c'est de l'intro. Merci, je suis très heureux d'être là. Ça c'est sympa. C'est vrai cette histoire de photo façon Wanted, non? Je l'ai vu. C'était dans un restaurant de Joël Robuchon. Oui, ouais, c'est vrai. Il y a eu à un moment donné, quand on était plusieurs à faire ce métier de critique gastronomique, on l'est toujours, mais il y avait une époque où il y avait un peu... le critique gastronomique statutaire qui dépendait de chaque titre de presse, Le Figaro, moi je travaillais à l'Express, il y en a d'autres qui travaillaient au journal Le Monde. Et du coup, les chefs un peu réputés, qui avaient des étoiles, qui faisaient peur, enfin qui faisaient peur à la fois à la critique, mais qui avaient aussi peur de leur propre trajectoire dans la gastronomie, comme Joël Robuchon, qui était globalement un tout petit peu paranoïaque, et ben, il y avait eu cette tendance des trombinoscopes qui apparaissaient effectivement dans l'entrée, à l'accueil des restaurants, ou parfois même en cuisine. Ouais. Mais vous avez été flatté ou vous avez été agacé de ce trombinoscope? Ça m'a plutôt amusé, en vrai. On se dit même que lorsqu'on est sur le trombinoscope des quelques journalistes qui comptent, on s'est dit que on a réussi un peu. Ouais, on était arrivé à un certain statut, mais... Après, c'est de bonne guerre. Nous, on joue le jeu d'arriver en anonyme, de façon incognito, sans s'annoncer, en payant son addition. On avait parfois un petit peu la dent dure dans les colonnes que l'on consacrait à certains restaurants. Et ça me paraissait pas totalement incohérent que certains chefs s'organisent un peu pour se protéger ou se prémunir. Et en l'occurrence, de certains journalistes qui arrivaient chez eux. Donc le trombinoscope, il me semblait plutôt... ça faisait partie du jeu. Mais je sais pas, peut-être que je suis passée à côté de certains papiers, mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas perdu beaucoup de temps à dire du mal. Vous avez plutôt tendance à mettre en lumière des bistrots et des restos que vous aimez bien. Je me souviens pas de vous avoir vu dézinguer à tout crin, alors qu'on en connaît certains de vos confrères qui, eux, vraiment, n'y vont pas de main morte. Oui, je pense qu'il ne faut pas tomber justement dans... C'est facile de dire du mal. Oui, voilà, dans cette facilité ou cette caricature qui consiste systématiquement à sortir sa sulfateuse et à y aller, à arroser à tout va, parce qu'en général, c'est des exercices qui trouvent leurs limites dans le sens où forcément, ils ne sont pas là pour pratiquer la nuance. Et on a tellement besoin de modération, de pondération et de nuance dans un monde où tout se polarise finalement. Moi, j'ai pas échappé totalement à cet écueil parce que quand on m'a proposé en 2006 de relever ce défi, de m'occuper des pages restaurants de l'Express, j'ai eu un peu cette tendance justement à essayer d'être un peu... à outrepasser mes droits, être un peu dans une... essayer d'être dans l'ultra-exigence, quitte même de temps en temps à être un peu ironique, moqueur, caricatural. C'est pas facile de manier la critique avec modération et je pense qu'aujourd'hui... en arrondissant un peu les angles, en prenant un peu d'âge, en regardant la gastronomie peut-être avec plus de justesse et de pertinence. Je pense que la critique, elle doit exister évidemment, sinon elle n'a pas raison d'être, mais elle peut se pratiquer avec une certaine constructivité en fait. Voilà, moi j'aime bien la critique constructive quand elle pondère un compliment. Mais qu'est-ce qui motive à dire du mal d'un restaurant plutôt que d'en choisir un autre? C'est-à-dire quand on sait qu'on a 4 colonnes à remplir, si on a mal déjeuné quelque part, pourquoi on ne va pas déjeuner ailleurs? C'est un peu le même problème avec les critiques de films. C'est-à-dire que quand on a 1 minute 30 pour critiquer un film, autant essayer d'en choisir un qui nous a plu. Il y a tellement peu de place pour parler de culture et de gastronomie. C'est un peu la démarche que j'essaie de m'appliquer justement à la tête de Très Très Bon, mon émission sur Paris Première. On en est à la 14e saison. Peut-être qu'au départ, j'avais un peu plus, il y a quelques années... je voulais en découdre. Mais avec quoi? Avec des restaurants à la mode, par exemple, avec des gens dont on disait trop de bien? Alors attention, il y a certains restaurants
qui sont tambourinés par des autorités gastronomiques, des grands chefs multi-étoilés, par, on va dire globalement, des investisseurs qui se la racontent. Là, de temps en temps, c'est plutôt salutaire en tant que critique gastronomique d'aller dans ce genre de restaurant et de mettre légèrement les points sur les i. Quand on est en face d'un projet arrogant, qui pratique des prix totalement indécents, qui ne correspondent pas à une qualité dans l'assiette, avec une clientèle souvent un peu dans l'entre-soi, légèrement agaçante, toujours avec cette idée, encore une fois, d'arrogance. Là, je pense qu'on est dans un rôle très utile de décourager ceux qui nous suivent, en l'occurrence ma communauté, les téléspectateurs, les téléspectatrices de Très Très Bon, de mettre un petit red flag et de leur dire gentiment passez votre chemin, ça vaut plus le coup d'aller dans la petite pizzeria qui est à 200 mètres de là. Vous avez déjà été surpris par un resto comme ça, un truc très à la mode où vous alliez en vous disant je sens que ça va être dégueu, que la clientèle va être nulle, que le service va être lamentable, et puis finalement c'était pas si mal. Ça arrive ça aussi? Oui. J'ai pas forcément, alors franchement j'ai pas là forcément d'exemple en tête, mais ça arrive. Vous savez, quand on va dans un restaurant, on sait jamais exactement à quelle sauce on va être mangé. On sait jamais. J'étais pas sûr qu'on allait pouvoir placer des petites expressions. Non, mais c'est même pas le cas parce que je pourrais vous dire qu'on sait pas forcément à quel scénario s'attendre et on a beau prévoir les choses. Et c'est ce qui finalement fait un peu le sel et le poivre de mon métier, c'est qu'il y a toujours l'inattendu qui s'invite dans une expérience. Et à plus forte raison, quand je suis équipé de ma caméra, j'ai beau prévoir les choses. Alors certes, j'ai un radar désormais un peu aiguisé qui me permet d'anticiper certains travers, certaines tendances, certains défauts dans lesquels les propriétaires sont tombés. Mais il y a toujours un petit imprévu qui vous fait dire que finalement c'est peut-être pas si mal, ou au contraire on en attendait du bien et puis finalement c'est beaucoup moins bien que ce qu'on imaginait. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que là, comme ça, au Des-Beautés, vous avez une adresse, la dernière adresse que vous avez découverte là à nous communiquer? Le dernier endroit où vous avez vraiment, vraiment bien déjeuné? Hier, j'ai fait un petit restaurant assez sympathique avec un copain de table qui s'appelle Jean-Pierre Montanet. C'est un mec assez incroyable qui est journaliste de guerre. Il a vraiment travaillé sur tous les fronts de Sarajevo au Rwanda en passant par la Tchétchénie. Et il est passionné par ailleurs, c'est un peu sa danseuse dans la vie, de cuisine asiatique. D'ailleurs, il cuisine très bien. Et régulièrement, je déjeune avec lui dans le cadre de Très Très Bon. Et je sais que lorsque je déjeune avec Jean-Pierre, c'est un restaurant asiatique. Il est passionné de cuisine thaï, de cuisine vietnamienne, de cuisine laotienne, de cuisine chinoise. Et hier, il m'a emmené dans une de ces petites découvertes que j'ai trouvées éminemment sympathiques. C'est pas le chinois de l'année, mais c'est une très jolie pioche dans un quartier assez inattendu puisque c'est à l'ombre de la Samaritaine, donc on est globalement coincé entre la Seine et la rue de Rivoli, dans le quartier des grands magasins où il y a beaucoup de touristes étrangers. Et là, il y a un petit restaurant chinois qui s'appelle C'est Chouette. Il faut quand même le faire. C'est Chouette. Bon, en bon français. Mais la chouette est visiblement un oiseau qui compte beaucoup dans la culture chinoise. Et là, il y a un chef cantonais qui fait de très jolies choses, très bien faites, avec des produits sourcés dignement, comme par exemple des viandes françaises. C'est pas toujours le cas dans certains restaurants chinois où globalement le sourcing laisse parfois à désirer. Et on a fait une très belle expérience à prix très très honnête. Voilà, ça c'est une des découvertes, c'était hier au déjeuner. Bah merci, ça c'est vraiment sympa. Vous êtes à la télé, à la radio, la presse papier ne vous est pas étrangère non plus. C'est quoi le média que vous préférez? Où est-ce que vous vous amusez le plus? La radio. Ça ne veut pas dire que je prends la télé à la légère, parce que j'aime beaucoup faire de la télévision, mais vous savez, tout est plus compliqué en télé en fait. Moi, ce que j'aime dans la radio, c'est cette espèce de spontanéité, cette immédiateté. C'est le média sans médiation en fait. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que quand on parle à entre 1,7 et 2 millions d'auditeurs et d'auditrices le dimanche matin en direct. Sur France Inter. Moi, j'arrive souvent pas très coiffé, je fais pas trop attention à mon image. Parfois même, j'ai fait un jogging avant et je suis en survêtement. Mon émission radio a l'avantage de ne pas être filmée comme beaucoup d'autres sur France Inter. Et là, on a cette espèce de magie du direct qui correspond en fait à une espèce de mayonnaise dans laquelle les ingrédients sont là dans le saladier et puis on commence à y aller à l'huile de coude et user son fouet pour voir si la mayonnaise prend.
Et il y a pas, les émissions suivent et ne se ressemblent pas, les invités ne sont pas les mêmes. Et j'aime cette espèce à la fois de fragilité et d'instantanéité de la radio qu'on retrouve pas vraiment en télé où tout est Sauf plus compliqué. Sauf quand on est en direct. Ouais. La télé en direct, c'est de la radio aussi. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a le côté image et on va faire gaffe. Il y a les apparences, il y a cette tenue vestimentaire, il faut passer au maquillage. Il y a un certain nombre de choses qui, si vous voulez, brouillent un peu les pistes et compliquent un tout petit peu l'exercice. Ça veut pas dire que je crache sur la télévision, j'en suis très heureux. Et ça m'amuse beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de... j'ai presque envie de dire que la radio est une drogue dure et la télé est une drogue douce. Je ne vous demanderai pas de m'expliquer exactement votre définition de ce que c'est qu'une drogue douce et une drogue dure. Non, mais je suis très à l'aise sur ce sujet, je fais des comparaisons, mais je ne prends pas de drogue par ailleurs. Longtemps, vous avez conservé votre anonymat. Moi, j'ai le souvenir de vous avoir entendu bien avant de vous avoir vu. Vous avez aimé cette période-là où on ne vous connaissait pas. Ça vous manque un peu? C'était un grand luxe. C'est très ambigu, en fait. On vous arrête dans la rue aujourd'hui? Oui, mais là, pour le coup, il faut jouer le jeu. Puis on m'arrête dans la rue, en général, c'est pour me dire des choses sympas, c'est pour me complimenter, c'est pour me raconter que la dernière recette que j'ai tournée sur mes réseaux sociaux a fait des heureux dans certains foyers, c'est pour me raconter qu'on a bien aimé une intervention, un jeu de mots ou une prise de position à la télé, c'est pour me raconter qu'on a écouté ma dernière émission à la radio. Donc franchement, je suis assez comblé. Donc ça, c'est une espèce de... Comment dirais-je, je capte des bonnes ondes et ça nourrit mon énergie. Même si de temps en temps, pour être super honnête, on a aussi envie d'être un tout petit peu peinard parce que là encore, on ne fait pas forcément attention à son apparence. Moi, j'adore continuer à prendre le métro et je prends le métro. Je déteste prendre les taxis. Donc soit je marche, soit je fais du vélo électrique. Mais il m'arrive aussi de prendre le métro, notamment quand il pleut. Et c'est vrai que de temps en temps, on est dans des situations où on peut tomber sur quelqu'un qui vous entreprend... à des moments où vous êtes dans vos pensées, vous êtes pressé sur autre chose, mais attendez, c'est la rançon entre guillemets d'un certain succès, on va pas se plaindre de ça, au contraire, je suis très très privilégié et même très gâté. Très bien. François-Régis, ce podcast s'appelle Tant qu'il y aura des hommes. Alors moi, j'aimerais bien connaître votre définition de ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui. Waouh, vaste question. Ce que c'est qu'être un homme. Évidemment, cette définition évolue. Il faut essayer, j'essaie d'être un honnête homme et un homme raisonnable. J'essaie de réfléchir aussi au quotidien à ce que c'est que d'être un homme dans son rapport aux autres hommes, mais également dans son rapport aux femmes, ce que c'est qu'être un homme lorsque l'on est à la fois animateur, producteur, qu'on est donc dans une fonction de manager en quelque sorte, puisque j'ai par ailleurs une boîte de production, je suis entouré de personnes qui travaillent avec moi. Donc, si vous voulez, ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, c'est l'homme dans la vie privée, c'est-à-dire le mari, le père, l'ami, et puis c'est l'homme dans la vie professionnelle, dans toutes les facettes de mon métier, avec ce que ça implique de responsabilité, ce que ça implique d'exigence aussi. Vaste question. Mais alors c'est quoi être un homme? C'est être tout ça à la fois? C'est être capable de tenir ses responsabilités, de tenir ses équipes, d'être un père de famille, d'être un phare dans la nuit pour plein de gens? Je pense que quand j'ai commencé dans la vie, c'est-à-dire quand vraiment tout a commencé à la fois... En fait, moi, si vous voulez, ma vie de famille et ma vie professionnelle ont été assez curieusement d'un grand parallélisme. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à être critique gastronomique en 2006 à l'Express, pile l'année où naissait ma première fille, par exemple. Et puis l'année d'après, je me suis marié en 2007. Ça fait bientôt, pas tout à fait 20 ans, mais ça fait quand même un petit moment. En 2010, par exemple, lorsque j'ai eu coup sur coup une émission radio à France Inter, On va déguster, et à un mois d'écart, très très bon sur Paris Première, c'était précisément à quelques semaines de la naissance de ma deuxième fille. Donc il y a toujours eu cette espèce de parallélisme qui a fait qu'à un moment donné, j'avais l'impression que tout allait de pair et que mes immenses joies personnelles
correspondait aussi à des grandes satisfactions professionnelles. Donc il a fallu, si vous voulez, à chaque étape de cette carrière et de cette vie privée, avec finalement ces jalons qui se rejoignaient, être à la fois sur tous les fronts. Ouais, être un homme sur tous les fronts, c'est-à-dire essayer d'être père, ce qui est quand même globalement le métier le plus dur du monde. Essayer aussi d'être une source de bonheur familial, même si évidemment on est deux, donc l'alchimie du couple c'est un truc qui se fait à plusieurs, et à deux en l'occurrence. Mais aussi du côté professionnel, résister à une forme de pression, faire en sorte que cette pression et ce stress, parce qu'en plus je me sens d'une nature plutôt inquiète et anxieuse, ne déborde pas, ne fasse pas tache d'huile sur ce que vous essayez de construire par ailleurs dans votre vie privée, c'est-à-dire une famille, un équilibre familial, une éducation de vos enfants, etc. Parce que c'est aussi évidemment des objectifs que vous vous fixez, qui vous tiennent à cœur. Donc tout ça fait que c'est une question d'équilibre. Alors de temps en temps, j'ai frôlé un peu la rupture. Quand je parle de la rupture, c'est dans tous les sens du terme, même des ruptures professionnelles. C'est-à-dire que de temps en temps, j'étais sur une ligne de crête et je sentais bien que j'étais au bord du précipice. Et je me suis un peu fait peur. En 2011, par exemple, je me suis fait peur. Parce que j'ai fait comme une espèce de... Ça, c'est marrant, alors j'ai jamais raconté. Mais... une espèce de totale remise en cause. Peut-être qu'à l'époque, on employait moins l'expression, et je mettrais ces mots dessus aujourd'hui, c'était une espèce de burn-out, en fait. C'est-à-dire qu'en 2011, je me suis coincé le dos, mais très violemment, avec une hernie discale à l'arrivée, une immobilisation au lit pendant plusieurs mois, j'ai perdu 8 kilos, ça allait pas du tout, je savais pas où j'allais, et j'étais certainement... J'en avais plein le dos au sens propre du terme, avec énormément de responsabilités sur les épaules, et je crois que j'ai craqué en fait. Et pourtant je suis robuste et solide, très travailleur, j'ai toujours eu beaucoup de responsabilités, ça me plaît, j'ai besoin de vivre un peu dans cette dynamique et cette urgence, cette énergie. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2011, j'avais depuis un an 2 émissions, une à la radio, une à la télévision, que je devais mener de front. J'étais également journaliste à l'Express avec des responsabilités, puisque j'étais... rédacteur en chef, et je gérais pas mal de pages, j'écrivais moi-même beaucoup de papiers, j'avais mes restaurants que je chroniquais chaque semaine, etc. Et à un moment donné, tout s'est un peu écroulé, et il a fallu plusieurs mois pour remonter la pente. Et là, j'ai pris des initiatives. Il a fallu que mon travail soit mieux que uniquement une activité dévorante et destructrice, en fait. Parce que je me rendais compte que ça pouvait pas continuer comme ça, que j'allais dans le mur, et que j'étais même en train de remettre en cause ma santé. Et alors, vous avez pris quoi comme décision ? Je me suis réorganisé. Je savais que je ne pouvais pas forcément diminuer le rythme en termes de travail parce que j'aime ça, en fait. J'ai la chance de faire des métiers qui me plaisent, qui sont des activités auxquelles je suis très attaché, qui génèrent en moi des bouffées de satisfaction. Enfin, il y a un truc... il n'était pas question que je lâche soit la radio, soit la télévision. J'ai eu des discussions avec ma femme à l'époque qui me disait « Mais là, tu vas être obligé de lâcher des choses, tu peux pas tout faire. » Et je me suis organisé. D'abord, j'ai fait attention à moi. J'ai commencé par intégrer, non pas dans mon temps familial, mais dans mon temps professionnel, des activités régulatrices, apaisantes, au premier rang desquelles il y a le yoga, que je pratique maintenant depuis 8 ans, et qui est vital, tout simplement. Là, on est mercredi, hein. J'étais au yoga ce matin, de 9h à 11h. Vous êtes bon ? Comment ? Vous êtes devenu bon ? Je pratique du yoga Iyengar. Le yoga Iyengar étant réputé être, souvent il a un surnom dans le milieu des yogis, c'est le yoga des puristes ou le yoga des psychorigides. C'est-à-dire que c'est un yoga très exigeant qui était au départ un yoga thérapeutique qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle B.K.S. Iyengar, qui était un yoga très salutaire pour les gens qui avaient des problèmes d'arthrose, parfois même des problèmes de sclérose en plaques, etc. C'était un yoga thérapeutique qui ensuite est devenu un yoga de loisir, entre guillemets. Mais quand je dis loisir, c'est pas très drôle parce qu'il s'agit de tenir des positions de manière très exigeante pendant très longtemps, avec une certaine rigueur qu'on trouve pas forcément dans tous les yogas. C'est pas un yoga qui se pratique par Zoom ou en visio, ça c'est pas possible. C'est vraiment un yoga avec des profs particulièrement exigeants. Vous êtes seul dans le cours ou il y a d'autres élèves ? On est plusieurs et on est en avancée parce que maintenant je pratique le yoga depuis pas mal de temps et je fais des choses, et mon corps fait des choses
qu'il n'aurait pas imaginé de faire il y a encore 3 ans, quoi. Donc c'est très satisfaisant parce que d'abord ça Vous m'appelle avez vraiment beaucoup. de la chance qu'on n'ait pas le temps, parce que là, j'aurais vraiment aimé que vous montriez 2-3 trucs, quoi. Ah Parce que moi, j'aime bien quand on image, quoi. oui. Parce que là, j'ai du mal à vous imaginer tenir une pause, donc je me dis peut-être ce serait mieux si vous pouviez m'en montrer une. Mais Bah, je tiens mais pas à la mal de fois- pauses, mais en tout cas, moi je dis souvent que le yoga m'a sauvé, réellement, parce que il m'a apaisé et surtout il fait partie de mon équilibre au quotidien. Et de l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Ouais, je pense, ouais. Bon, alors je sais toujours pas quelle est votre définition de ce que c'est qu'être un homme, Mais mais j'ai eu une petite vision de ce qu'avaient été les 15 dernières années. un homme, pour répondre à votre question avec tout ce que je viens de vous révéler, c'est quelqu'un qui a une force énorme, celle de soulever des montagnes. Ne me faites pas dire que des femmes n'ont pas justement en elles, évidemment. Je suis même devant quelqu'un dont je connais l'énergie, avec cette capacité à soulever des montagnes. Mais il y a aussi, pour moi, être un homme, c'est évidemment plus que jamais avouer ses faiblesses. À la sortie de ce podcast, là, si vous pouviez aller boire un verre avec un homme, vous choisiriez qui? Ah, Mort ou vivant, célèbre ou pas célèbre? Qui est l'homme, pour vous, qui soulève des montagnes et qui, pour autant, a su se remettre en question? j'avais beaucoup d'admiration pour ce jeune acteur qui s'appelle Gaspard Ulliel, qui est parti dans des conditions terribles. Parce qu'on m'en a parlé récemment. D'abord, je l'appréciais beaucoup en tant qu'acteur et je le trouvais d'un immense talent, voire d'un grand génie dans la façon d'embrasser ses rôles avec beaucoup de subtilité et de sensibilité. Et on m'a parlé récemment, parce que j'ai rencontré des amis proches à lui, qui m'ont parlé très récemment de sa passion de la gastronomie et du vin. Donc c'était quelqu'un qui, en plus de faire son métier avec beaucoup de justesse, avait aussi dans son jardin secret cette passion du vin, des choses sensibles, des choses comestibles. On m'a même dit qu'il regardait régulièrement mes recettes et qu'il les faisait. Et c'est certainement quelqu'un avec qui je me serais certainement bien entendu, quoi. Et je trouve que la façon dont il est parti prématurément, de façon aussi précoce, est d'une grande injustice. C'est marrant, vous dites parti, vous dites pas mort. Alors moi, j'ai un rapport à la mort, enfin comment dirais-je, j'ai cette conviction qu'il y a une vie après la mort et qu'en fait il y a une continuité. Alors je sais pas si c'est lié, certainement sans doute d'ailleurs, à la culture chrétienne que j'ai reçue. J'ai grandi dans une famille catholique, même si après je suis pas comment dirais-je, je suis un catholique paresseux. Mais parlons-en de votre enfance et de votre éducation. Vous êtes né où? Vous avez grandi où dans cette culture catholique? J'ai grandi, je suis né à Lyon. Ouais. J'ai grandi à Lyon jusqu'à l'âge de 19 ans. Ensuite, je suis venu à Paris pour faire mes études. Vous êtes né dans quel milieu social? Mes parents... j'ai la petite bourgeoisie. Mes parents étaient profs. Tous les deux? Ouais. Prof de quoi? Ma mère était prof d'histoire-géographie et mon père était prof d'espagnol. Et j'ai grandi dans un cadre... on roulait pas sur l'or, mais on vivait bien. Et on n'a jamais manqué de rien. Vous J'ai avez grandi des dans frères une et famille sœurs? nombreuse, ouais. Oui, on était une fratrie de 4 avec 2 grands frères au-dessus de moi. Ah, vous êtes un petit troisième, vous? Ouais, et une petite sœur en dessous. Ok. Et on est très soudés. Je suis en contact permanent avec mes frères, ma sœur. Je travaille beaucoup avec elle. Elle s'appelle Marielle, elle est photographe. Et elle s'occupe de mes réseaux sociaux d'ailleurs. Et puis par ailleurs, on est assez inséparables en fait, pour être honnête. On a grandi ensemble et on est très attachés l'un à l'autre, même si on s'engueule régulièrement. Mais j'ai grandi dans une famille un peu méditerranéenne parce que ma mère est corse, donc elle a cette espèce de tempérament sanguin qui fait qu'on se dit les choses en montant éventuellement un peu la voix. Et puis 2 minutes après, c'est terminé en fait. À quoi ça ressemblait les fêtes de famille chez les Gaudry? Toujours très joyeux, beaucoup de bruit, très bruyant, beaucoup de décibels. Déjà, il y a 4 enfants. Ouais, il y a 4 enfants, il y a 3 garçons. On avait un peu tendance à se rentrer dans l'art, à faire, même si mes parents, évidemment, luttaient contre ça. C'était un peu, vous savez, les garçons dans une fratrie, c'était un peu les 3 sur la ligne de départ, à celui qui arrivera le premier. Voilà, il y avait un peu cet esprit compétitif que je regarde maintenant aujourd'hui avec le recul de manière très amusée, voire un peu ridicule, parce qu'en fait, on s'entend très bien aujourd'hui, et même s'il faut en passer par là, on n'avait pas forcément besoin de jouer des coudes. Mais
Donc très joyeux, très bruyant. Ouais, il y avait de l'action, il y avait de la Vos parents passion. cuisinaient bien? Ah, ma mère est une super cuisinière, ouais. C'est quoi votre Madeleine de Je Proust? suis pas totalement là pour rien d'ailleurs. J'imagine. Ma Madeleine de Proust, il y en a plein, parce qu'il y avait aussi les plats de ma grand-mère corse qui comptaient beaucoup, Mamita, qui habitait Bastia. Mais ma mère cuisinait toujours très bien, et alors ma mère, elle appliquait évidemment les recettes corses de sa mère. Donc elle avait toute cette partie, ce pendant méditerranéen dans son répertoire culinaire, mais par ailleurs ma mère était très curieuse, donc je la voyais de temps en temps dans des journaux arracher une recette qui l'intéressait. Elle achetait beaucoup de livres de cuisine, elle nous faisait un saumon à l'oseille à la 3 gros. Elle avait aussi un prisme italien que j'ai récupéré entre guillemets, qui faisait qu'elle pratiquait à la perfection le gratin à la parmesane, voilà, le gratin d'aubergine à la parmigiana avec du parmesan, de la mozzarella, de la sauce tomate, un peu d'ail, tout ça, elle le faisait super bien. Les saltimbocche à la romana, vous savez, ces petites bandelettes toutes plates d'escalope de veau avec du prosciutto, une petite tranche de jambon cru auquel on ajoute une feuille de sauge. On pince tout ça avec un petit cure-dent et on fait sauter ça à la poêle et ça saute en bouche. Saltimbocche, c'est vraiment une super recette originaire de Rome. Tu parles l'italien, non? Oui, mais alors j'ai un petit complexe par rapport à l'Italie parce que je le comprends parfaitement. Je le parle aussi, notamment quand je suis en Italie, je me mets à parler italien et Avec je l'ai De appris Grappa. d'ailleurs. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais comme je le pratique pas, je l'ai appris un peu sur le tas. J'ai toujours un peu peur de faire des fautes et les quelques fois où je me suis aventuré à avoir des conversations en italien, etc. Même à la radio d'ailleurs, j'ai 2-3 mails d'Italiens qui me disent Gaudry, laisse tomber l'italien, remets-toi à parler français, t'as fait 1 ou 2 fautes de trop. Oh, ils sont pas sympas, Ben non, franchement. ils sont pas sympas. Alors qu'il faut saluer l'effort. Qu'est-ce que vous avez conservé d'éducation de vos parents? Qu'est-ce que vous avez transmis, par exemple, à vos filles dans ce qu'eux-mêmes vous avez donné? Une certaine une honnêteté, une rigueur et un goût de l'effort et du travail. Ça revient chez vous, ça. Mais ouais, mais parce que c'est quelque constitutif de ce que vous êtes. Mais oui, parce que moi je crois pas énormément au talent en fait. Ou je pense que le talent n'est que la cerise sur le gâteau quand vous avez cuisiné le gâteau. Voilà, le talent il arrive là. C'est la petite cerise qui se pose. Et c'est comme un cadeau de la vie. Moi j'ai eu beaucoup de cadeaux de la vie, notamment professionnellement, mais la vie m'a fait des signes alors que je suis d'humeur plutôt pessimiste. Mais je suis un pessimiste enthousiaste. C'est-à-dire que je combats ma noirceur et une forme de pessimisme par l'envie d'aller de l'avant, de faire des choses, de me lancer dans une fuite, j'allais dire, dans une course effrénée, mais voilà, lapsus. Je fuis peut-être des réalités, je sais pas, mais en tout cas, c'est cette idée que on n'est pas grand-chose sans travail et sans effort. Mais vous avez peur que ça s'arrête? Ouais, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est assez contradictoire parce que des fois, j'aurais envie que ça s'arrête quand je suis au cœur de l'action. Parce qu'en fait, mais je pense qu'on a tous en nous ces ambivalences. C'est-à-dire que moi, je me sens à la fois hyper actif, je le suis fondamentalement, à vouloir faire toujours plein de choses, des projets. Je marche comme ça à l'excitation. J'ai besoin comme ça de cette espèce de pulsion de vie qui me pousse à faire des choses et qui finalement me rend un peu vivant, quoi. On a l'impression d'exister. Et en même temps, des fois, je me dis, oh là là, il va falloir que je me pose un peu. Et il y a une partie de moi qui est plus contemplative, où j'ai effectivement envie, et je sais l'être aussi, et ça je ne savais pas l'être à 25 ans, je le suis davantage aujourd'hui. J'ai ce luxe-là, de pouvoir de temps en temps faire des pauses, de prendre toutes nos vacances scolaires, par exemple, je dis tiens, avant je prenais pas de vacances, j'aimais pas les vacances, ma femme m'a appris à aimer les vacances, à en profiter avec mes filles, et quand je vais en vacances, le premier, le deuxième jour, toujours un peu compliqué, parce que tout d'un coup on a l'impression d'être au bord de la falaise, et tout s'arrête, et on se dit mais à quoi je sers ? Et puis en fait, on reprend goût à la vie d'une autre manière. Et là, c'est vraiment le kiff. Et j'arrive vraiment à apprécier. C'est une grande source de joie et de bonheur, les vacances. Mais c'est justement parce que quand je bosse beaucoup, j'attends les prochaines vacances. Et quand vous êtes en vacances, vous attendez de reprendre. Mais pas tant que ça. Je culpabilisais de temps en temps, avant quand je prenais des vacances, quand nos enfants étaient jeunes, je culpabilisais de ne pas culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire en vacances? C'est-à-dire qu'il y avait l'idée, à un moment donné, j'étais en vacances, je me disais, mais putain, je travaille pas, c'est compliqué, c'est bizarre. Hein. Et aujourd'hui, culpabiliser non de ne seulement pas culpabiliser, ça mériterait peut-être d'aller voir quelqu'un, François Régis. Mais je me suis pas gêné, ouais. Mais aujourd'hui, je ne culpabilise plus. Donc, preuve qu'on peut progresser dans la vie, on peut pas totalement changer sa nature à 100%. Mais on peut très certainement l'infléchir pour la remettre dans le droit chemin. Ça, j'y crois.
Ça s'appelle la maturité. On revient 2 secondes à votre enfance. Quelle place avait la culture dans votre famille? Est-ce qu'on allait au cinéma, au théâtre? Est-ce qu'on écoutait de la musique? Ouais, c'était très important. J'ai été nourri dans tous les sens du terme dans ma famille. Il y avait une grande exigence de mes parents à apprendre beaucoup de choses à leurs enfants. Vous avez fait un instrument de musique, par exemple? Alors là, pour le coup, vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose qui fut un véritable échec. Mon père était joueur de clarinette, attachait beaucoup d'importance à la musique. Ma sœur est une chouette pianiste et elle joue comme ça, de façon très à l'aise, en reproduisant un air, n'importe quel air de musique sur un clavier. Quand moi, j'étais un peu plus laborieux sur la question, j'ai fait énormément de solfège. Je suis même allé jusqu'à pratiquer le violon, mais j'ai abandonné en fait. Donc là, ça a été plutôt un échec. Mais par ailleurs, mes parents, effectivement, je pense, avaient à cœur de nous fournir un vrai bagage culturel qui passait par des voyages en France, où ma mère nous apprenait ce qu'était l'occupation allemande quand on a visité en Haute-Vienne, au Radour-sur-Glane, où il y a eu ce massacre de la division d'Eisreich, de la division nazie. Où ça passait par la visite du Mont-Saint-Michel et autres monuments. C'est assez chouette d'avoir une maman prof d'histoire géo en même temps. Ouais, mais en plus elle nous faisait la leçon. Mais elle nous faisait la leçon de manière très naturelle. C'est-à-dire qu'on allait dans un village, il y avait une très belle église romane, elle nous racontait l'architecture romane, et moi il est vrai que j'étais très intéressé, très disponible en fait, très attentif à ce qu'on me racontait, et c'est sans doute ce qui a fondé aussi ma curiosité. Mais pour le cinéma, c'était la même chose parce que je me souviens que mon père, mes parents étaient abonnés comme tout bon prof à Télérama et nous avions les premiers magnétoscopes qui permettaient d'enregistrer des films. J'avais pas le droit à la télé, sauf le week-end. Il y avait une séance de cinéma qui était organisée, donc ça pouvait être un western avec ma mère, des films d'auteur. Et là, il y avait mon père qui découpait même le petit article avec la note de Télérama qui la collait sur la jaquette. Et c'est comme ça que j'ai fait ma culture cinéma. Mais moi, je ne peux que remercier mes parents pour ça, en fait. Et dites-moi, c'était qui vos héros de l'enfance? Avant d'avoir des chefs comme héros, c'était qui? Des acteurs, des chanteurs? Vous vous souvenez avoir adoré quelqu'un quand vous étiez petit? Alors c'est marrant parce que ça pouvait être des gens assez différents. J'adorais la musique. Mon grand frère, qui a 4 ans de plus que moi, écoutait beaucoup David Bowie et j'étais fasciné par ce personnage, dans son excentricité, dans sa façon de changer de look et d'apparence, dans sa musique évidemment d'une grande puissance. Donc là, il y avait le côté un peu fantasque, rock'n'roll, et puis en même temps, je me souviens que j'avais une grande admiration pour quelqu'un que j'aimais beaucoup, alors qu'il était carrément dans une forme de classicisme anglais. C'était Bernard Rapp, qui était un journaliste que tout le monde a à peu près oublié aujourd'hui, qui a d'ailleurs été aussi un très bon réalisateur de téléfilms et de cinéma, et qui a animé pendant pas mal d'années le JT de France 2, qui est mort prématurément, et qui faisait une remarquable émission sur le service public qui s'appelait L'Assiette anglaise, et qui était une émission de littérature. Et j'avais l'impression là aussi de me nourrir beaucoup. Alors mes parents écoutaient cette émission, écoutaient ce journal télévisé, mais comme on écoutait également Bernard Pivot, avec lequel j'ai grandi et que j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer quelques années avant sa mort. Mais finalement, vous n'animez pas la Grande Librairie, vous animez très très bon et on va déguster. Oui, et puis la Grande Librairie est surtout animée par quelqu'un de très bien qui fait parfaitement son travail, Augustin Trapenard. Qui est venu ici d'ailleurs. Ah d'accord. Eh ouais, il est venu, bien sûr. Salut à lui. Non, je suis très bien dans mon, bien dans mon petit précaré de la gastronomie. Vous pouvez me donner un mot pour décrire votre adolescence? Un seul. Agité. Agité? Ouais, j'étais agité. Racontez. Bah, j'étais agité, je pense que, enfin, mes parents savaient que j'étais hyperactif. Je ruais dans les brancards, je posais énormément de questions. Ça se passait bien à l'école? Je pense que je bouffais beaucoup d'énergie. Bah, ça se passait bien à l'école, oui et non. Ça finit par bien se passer à partir de la première, quand j'ai vraiment trouvé ma voie, que j'ai aimé les lettres, la philosophie. Ensuite, j'ai joué le jeu, des études. Vous avez fait quoi comme études? Bah, j'ai commencé par faire une hypocagne, puis un début de cagne au lycée Édouard Herriot, qui était un bon lycée à Lyon, qui est ma ville natale. Et puis ensuite, j'ai présenté le concours de Sciences Po Paris que j'ai eu, donc je suis venu à Paris pour faire mes études. Vous saviez que vous vouliez devenir journaliste? Oui. Oui, mais j'étais quelqu'un d'agité dans le sens où j'avais du mal à me concentrer. Il y a des matières que je négligeais totalement. Parfois, j'ai même été un peu turbulent ou impertinent à l'école.
C'était pas toujours simple pour mes parents, je crois, de me gérer. J'étais pas simple, je bouffais beaucoup d'énergie. Mais vous avez gardé une certaine forme d'agitation. Oui. Même là, vous bougez beaucoup les mains, les trucs. Ah bon, vous êtes sur pourtant là mille je me projets. sens assez calme, je sors du yoga, j'ai l'impression d'être plutôt calme. Mais... Ça fait partie de vous. Oui, mais c'est vrai que non, je suis pas. La tranquillité n'est peut-être pas la première de mes qualités. Ouais. Par quoi vous avez commencé? Alors, vous m'avez dit que vous aviez commencé à l'Express. Ça a été votre premier employeur? C'est ça le premier job? Non, le premier job, ça a été avant. J'ai d'abord travaillé dans un magazine, figurez-vous, qui s'appelait Pleine Vie, qui était un magazine des seniors. Mais bien sûr, Mais Pleine ouais, Vie. et Dans toutes les bonnes salles d'attente, il y avait Pleine Vie. Mais absolument, et j'ai appris beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Au sein de, une rigueur journalistique. Tout Ah, était, ok, je crois que vous aviez appris des tout était trucs et vérifié. astuces pour... Ah, oui, bah aussi, bien sûr. Aussi, bien sûr. Non, mais j'ai commencé par ce journal pour seniors, effectivement. Et alors vous que écriviez j'avais, quoi dedans? J'écrivais des papiers voyage, j'ai commencé à écrire des premiers papiers sur la gastronomie. Mais alors voilà, comment elle entre, la gastronomie? Ok, vous venez de Lyon, ok, il y a les bouchons, mais à quel moment vous vous dites c'est ça que j'ai envie de faire, je veux écrire là-dessus et pas sur des sujets sociétaux, par exemple? Bon, c'est un peu un mélange de volonté et de hasard. Ça m'est un peu tombé dessus, en vérité. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette passion indéfectible pour tout ce qui se mange. Ça, je pense que mes parents m'ont transmis cette passion. Ma mère m'a transmis plutôt le goût de la cuisine ménagère, le goût également des plantes comestibles, de cette espèce de culture quand même d'inspiration paysanne. Quand mon père était plutôt dans une éducation haute cuisine, grande gastronomie française, l'amour des restaurants, le fait de casser sa tirelire à la première occasion, etc. Voilà. Et j'ai toujours aimé ça et mes parents ont toujours pris la cuisine et la gastronomie pour une affaire très très sérieuse. Et moi-même à mon tour. Après, lorsque je suis arrivé à Paris, ce qui m'excitait autant que faire Sciences Po, c'était d'aller tester un restaurant chinois dans le quartier de Belleville ou un restaurant tibétain sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève. C'est ça qui me fascinait, c'est-à-dire des petits voyages culinaires que je n'avais pas l'occasion de faire à Lyon, d'où je venais. Donc la cuisine m'a toujours accompagné, mais je pensais pas qu'elle allait forcément s'imposer professionnellement. En tout cas, c'était pas du tout une ambition. Moi, mon ambition, c'était d'être journaliste tout court, peut-être en culture, peut-être en politique. Je savais pas exactement dans quel secteur, mais la gastronomie, vous savez, quand vous avez des passions et qu'elles vous restent collées au cerveau comme un chewing-gum, à un moment donné, le naturel arrive à grand galop et vous finissez par être attrapé, par plonger en quelque sorte. C'est une chance, non? De faire de ses passions un métier. Mais en fait, j'ai le sentiment de pas forcément avoir trop choisi. J'ai un peu l'impression c'est marrant, c'était ma question d'après. Que tout m'est arrivé. C'est vrai? Oui. Votre vie professionnelle, vous l'avez pas complètement choisie? Vous avez suivi des opportunités? On peut dire ça. C'est pas une façon de réécrire ou de repeindre la façade en rose, quoi. C'est vraiment ce qui s'est produit. Est-ce que vous avez refusé des choses? Oui. Vous savez dire non? Oui. Vous saviez dire non à l'époque? Alors, j'ai bien fini par dire. On me proposait des choses et j'ai dû faire des choix, ouais. Mais j'ai assumé mes refus, comme j'ai accepté évidemment d'autres aventures dans lesquelles j'ai pris du plaisir et dans lesquelles j'ai appris des choses. Mais c'est vrai que les choses sont un peu venues à moi. C'est un peu un sentiment. La gastronomie, par exemple, j'étais journaliste plus ou moins généraliste à l'Express. Je papillonnais d'un sujet à l'autre et puis tout d'un coup, s'est imposé. On savait que j'avais en moi cette culture, quelques contacts, un appétit dans tous les sens du terme de parler et d'écrire sur la gastronomie. Et il se trouve que j'ai, entre guillemets, et je mets 14 guillemets, profité du départ de Jean-Luc Petit-Renaud, qui nous a malheureusement récemment quittés et pour lequel j'avais un immense respect, qui s'occupait des pages restaurants de l'Express depuis une dizaine d'années et qui est parti pour des raisons que j'ignore. Et moi, je l'ai remplacé. Mais je l'ai remplacé sans tuer le père, en fait. J'ai profité, en fait, d'un départ pour que... on m'a tout simplement proposé le poste, en fait, sans même que j'ai besoin de militer pour ce poste. D'ailleurs, je pensais pas du tout être... à l'époque, je pensais pas être taillé pour.
Et en fait, ça m'est arrivé et j'ai relevé ce défi avec beaucoup de passion. France Inter, j'ai eu une proposition de Philippe Val, qui était le nouveau directeur de France Inter en 2010 et qui m'a tout simplement un jour appelé à l'Express en me disant je lis vos papiers à l'Express, on pense à une émission de radio, est-ce que vous seriez content de faire un essai? Et il se trouve que Jean-Pierre Coff était parti en 2009, un an plus tôt, et là encore j'ai accepté. Et puis un mois après, c'est Paris Première qui m'appelle en me disant François Simon a décidé de partir pour d'autres aventures sur une autre chaîne de télévision. Le poste est vacant de... Mais on remplace des hommes par des hommes dans votre histoire à chaque fois. Ah, alors ça... C'est pas de votre faute, hein. C'est juste c'est un constat parce que vous venez d'énumérer certains noms et vous avez à chaque fois remplacé un homme partout. Oui, alors, bon, je pense qu'il faut déplorer cette réalité, mais pendant très longtemps, la critique gastronomique était incarnée par des hommes. On peut évidemment le regretter. On n'a pas besoin de le regretter, on peut juste le constater. Le constater, mais c'était même un phénomène sociologique, il est vrai. Moi, je pense qu'il y a une compétence qui a remplacé une compétence. Après, soyons rassurés, il y a des femmes dans mon métier qui accomplissent parfaitement leur mission de critique gastronomique ou de créatrice culinaire ou d'influenceuse. Ouais, ceci dit, et dont on peut saluer évidemment à part les la montée en puissance. À part les carnets de Julie qui sont là depuis très très longtemps, vous arrivez à me citer une animatrice télé qui gère une émission comme la vôtre, de gastronomie ou de... Même sur les talks, on arrive à en citer 2. On n'en trouvera pas plus. Julie Andrieux, c'est déjà pas mal parce que c'est quand même. Moi, je la connais en plus personnellement. Et, il y avait Babette aussi à un moment. Ouais, il y avait Babette de Rosière. Je trouve qu'elle faisait super bien son métier. Il y a Caroline Tessandier quand même, c'est pas rien. Il y a Raphaël Marchal qui. Elle gère pas d'émission. Raphaël Marchal elle est chroniqueuse sur C8. Ouais, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a... Enfin, je suis pas en train de dire il y a certainement plus d'hommes que de femmes dans mon métier. Ça, c'est comme c'est les chefs d'ailleurs. Une quasi-certitude, même si je tiens pas de comptabilité. Ah, ça, c'est les chefs. C'est pour le coup, je porte un regard, comment dire, plus documenté parce qu'effectivement, là, ça correspond vraiment à des chiffres. Mais là, si vous m'interrogez sur mon métier, j'avoue que. Mais vous êtes très entouré de femmes. Oui, mais... Mina, Elvira, etc. Bien sûr, il n'y a aucun sujet là-dessus. Non, puis il y a des. J'en avais pas fait le constat, mais là, comme vous m'avez cité des noms, je me suis rendu compte que à chaque fois qu'un homme était parti, on avait proposé à un autre homme, en l'occurrence vous, de reprendre sa place. Ouais, c'est vrai. Ouais, et en l'occurrence, vous en aviez tout à fait les compétences. Et peut-être qu'aucune femme ne les avait à ce moment-là, mais il y a quand même ce sentiment parfois. Bien sûr, un peu mais je pense que les choses sont en train quand même, malgré tout, de se rééquilibrer. Il y a beaucoup de femmes qui incarnent le savoir et le savoir-faire culinaire. Quand je parle du savoir, ça peut relever de la critique gastronomique, du journalisme, etc. Le savoir-faire, c'est évidemment les chefs, les artisanes. Mais heureusement, les choses se rééquilibrent et peut-être un peu plus vite qu'on ne peut le penser. Alors, on peut regretter effectivement que tout ça parte quand même d'un très très fort contraste, d'un très très fort déséquilibre. Mais je trouve malgré tout que il était temps, vous me direz. Hein, mais c'est parce que la gastronomie était une histoire d'hommes. Les femmes avaient une cuisine de bonnes femmes, une cuisine familiale, et les très grands chefs étaient tous des hommes. Et on voit bien encore aujourd'hui les étoilés, et on voit bien encore la cuisine, la gastronomie, c'était une histoire d'hommes. C'est en train de changer. Ouais, c'est vrai. Et donc tous les métiers qui vont avec. On ne peut que le regretter. Et puis ça allait de pair avec évidemment. À la femme, on attribuait le rôle nourricier, de devoir tenir un foyer, nourrir sa famille. Bonne cuisine ménagère. La mission qu'on leur imposait, que nos sociétés patriarcales leur ont imposée. Quand les hommes, effectivement, flattaient leurs égos à faire de la grande cuisine. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, on peut tomber, si vous cherchez, il y a des archives absolument effarantes d'hommes qui vous expliquent qu'une femme ne peut pas arriver à la hauteur d'un homme en termes de création culinaire. Enfin, je veux dire, il y avait des propos absolument aberrants qui était tenue il y a encore une quarantaine d'années, si vous voulez. Mais il est vrai que cette répartition des rôles a changé, et c'est tant mieux. D'un côté, il y a beaucoup plus de femmes qui, j'aime bien cette expression, de soulever des montagnes, c'est-à-dire qui affichent de véritables ambitions gastronomiques. Je pense à plein de femmes qui sont dans cette situation, de Stéphanie Lequelec à Manon Fleury, que je connais bien car elle est l'une de mes chroniqueuses. C'est... voilà, pour moi, Manon Fleury, c'est une ambition dans un gant de velours, en tenant compte évidemment du bien-être social, écologique, dans son restaurant. Mais il y a beaucoup de femmes qui décident de faire le choix de ces ambitions gastronomiques, et c'est tant mieux parce qu'en plus, ça produit une remarquable cuisine différente, avec des tonalités, des sonorités différentes. Et puis à l'inverse, dans la sphère privée, il y a plus d'hommes, peut-être pas assez, et sans doute pas assez d'ailleurs, qui prennent à bras-le-corps ce rôle de papa nourricier.
Ce qui est aussi plutôt une bonne nouvelle, même si encore on peut regretter que les choses n'aillent pas assez vite. Très court, mais vous m'avez tendu une perche. Vous pensez qu'il y a une cuisine, que la cuisine est genrée? Non, il faut pas qu'elle le soit en tout cas. Elle pourrait l'être. Si, On aurait tendance à ranger dans une case. parce que vous dites que ça apporte une sonorité différente. Est-ce que Oui, vous mais avez c'est une affaire de sensibilité. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas... il y a certainement des femmes qui pratiquent une cuisine que l'on aurait pu qualifier il y a quelque temps d'un peu... entre guillemets, mais là je mets 14 guillemets parce que vous pensez bien qu'on avance sur un terrain miné, mais qui pratique une Ça cuisine nous entraîne. qu'on aurait qualifiée d'un peu virile il y a quelques années, c'est-à-dire une cuisine, je sais pas, peut-être plus sur des goûts puissance qu'on qualifiait de goût viril. Moi je m'interdis évidemment ce genre de vocabulaire parce qu'il faut justement oulala, ouvrir les fenêtres et sortir de ces cloisons, quoi. Mais à l'inverse, il y a des hommes qui ont des sensibilités très exacerbées et qui font des cuisines dans des nuances ou encore une fois des sonorités qu'on aurait pu qualifier il y a 25 ans de cuisine plus féminine. Donc moi je veux tout simplement qu'on essaye de sortir de ces cases et de ces genres. Chaque personne, qu'il soit homme ou femme ou ni homme ni femme, soit prêt à cuisiner selon ses inspirations, sa propre façon de faire. Et moi ce qui m'intéresse, c'est les trajectoires personnelles et les personnalités de chacun qui se traduisent dans l'assiette, dans un assemblage, un dressage, un équilibre de goût, de saveur. Ça y est, c'est bon, vous avez passé l'épreuve. Vous n'avez même pas cassé un œuf. Bravo. François-Régis, seul ou avec votre bande, vous avez écrit plusieurs livres sur les produits, sur les recettes, et vous êtes même de ceux qui pensent que les bonnes recettes, ça se partage. Mais Vous oui. les donnez vraiment en entier, vous gardez pas un seul ingrédient secret pour vous? J'ai un peu de mal, très sincèrement. J'ai souvent tendance à partager. Il y a assez peu de choses que je garde, pour moi. Mon jardin secret est en train de se rétrécir comme peau de chagrin, j'ai envie de dire. Non, je plaisante. Il y avait effectivement des recettes de famille que je ne Laquelle, par partageais pas, exemple? mais les recettes de ma grand-mère. De Mamita. Ouais, les recettes de Mamita ou les recettes de ma mère, qui étaient des recettes un peu personnelles. Mais c'était un peu par pudeur que je les partageais pas, parce que je pense que j'avais l'impression de trop dire de moi ou trop dire de ma mère et de ma grand-mère, qui ont cette espèce de discrétion. Moi, quand j'ai écrit un livre où j'ai commencé à retranscrire les recettes de ma mère, j'ai quand même pris 2 coups de fil de la daronne qui me disait dis donc, qu'est-ce que tu racontes là sur moi, sur mes recettes? Qu'est-ce que tu dis? Elle était très très inquiète de ce que j'allais raconter. Mais pourquoi? Vous savez, il y avait ma mère, elle a grandi. Alors il y a un truc aussi assez corse dans l'histoire, dans cette une forme de discrétion en fait, une forme de pudeur, l'idée de pas trop parler de soi, de rester un peu sur ses gardes, de se tenir droit. Il y a un truc comme ça qui a beaucoup occupé ma mère. Et moi, c'est vrai que très longtemps, je trouvais que c'était un petit peu indiscret de parler des recettes que j'ai. Votre grand-mère, vous pensez qu'elle vous aurait appelé aussi? Si elle avait encore été là, peut-être. Enfin, j'imagine que vous l'avez perdue. Oui, je l'ai perdue, mais je pense qu'elle m'aurait appelé Oh mon Vioul, qu'est-ce que tu racontes sur mes straillés d'aubergine? Raconte-moi un peu. Ouais, elle m'aurait questionné, Vous tiré êtes les sûr verres des recettes que vous avez livrées de votre grand-mère? Vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié? Qu'elle vous aurait pas appelé en disant mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas les bonnes proportions, c'est pas le bon temps de Ah cuisson, non, c'est pas. alors là, pour le coup, je suis très respectueux de ça. Non, vraiment. Donc vous avez fait hyper gaffe. Ouais, j'ai pas extrapolé. Et j'ai d'autant moins extrapolé que j'ai par ailleurs la gardienne du phare, la gardienne de ce legs familial qui est ma mère, qui a hérité, le plus souvent oralement d'ailleurs, mais elle a tellement cuisiné à 4 mains avec ma grand-mère qu'elle se souvenait de toutes ses recettes. Elle est là pour bien vérifier les choses. Est-ce que depuis que ce livre est sorti, un ami à vous vous a reçu à dîner avec une des recettes de votre grand-mère, par exemple? Régulièrement. Oui, ça arrive souvent. Et vous y retrouvez le goût? Oui. Ah Alors ouais parfois je me rends compte que vous avez beau être le plus précis possible, et j'ai été très attaché à ça dans la retranscription de mes recettes, pour vraiment détailler étape après étape une recette, de temps en temps il y a cette espèce de part invisible qui relève de l'habitude, de l'intuition,
qui peut faire légèrement varier une recette. La façon dont vous taillez une carotte râpée, la façon dont vous pressez un citron, qui ne donne pas exactement la même quantité de jus. Il y a toute une série de petits gestes qui peut, à la marge, changer entre 10 et 15% d'une recette. Mais globalement, c'est quand même pas mal, 10 à 15%. Ouais, mais 10 à 15%, vous vous dites quand même qu'il en reste 90 ou 85. Donc c'est quand même l'essentiel d'une recette. Et très souvent, quand on me fait pour me faire plaisir, je suis très content de manger mes recettes cuisinées par d'autres. Ça m'intéresse toujours de voir cette petite part de Est-ce que variation. certains font mieux que vous? Oui. Ça vous arrive de trouver ça meilleur chez les autres? Oui. Ouais. Il y a des gens qui cuisinent bien dans mon entourage, et ils sont même nombreux, et qui vont ajouter une petite touche à laquelle j'aurais pas pensé, et qui carrément, ils twistent vos recettes. Ouais, qui va rajouter encore un petit supplément d'âme à une recette. Mais ça me fait super plaisir, parce que moi-même, j'ai pratiqué l'exercice avec des recettes que j'ai eues en héritage, ou que je suis allé piquer ou estorquer à des chefs, à des cuisiniers ou cuisinières amateurs ou amatrices dans mon entourage. Et le but du jeu d'une recette, c'est qu'elle se transmet, mais en se transmettant, elle se transforme. Et il y a donc cette idée d'y ajouter forcément sa petite patte. Il y a des plats auxquels vous ne vous attaquez pas? Oui. Lesquels? Où j'ai presque envie d'ajouter auquel je ne m'attaque pas encore. En fait, moi, j'aime bien cuisiner rapidement. Hier, par exemple, moi, j'adore de temps en temps m'acheter en saison, très précisément, dans cette période-là, fin janvier, début février, quand la mélanosporum, la truffe noire, est bonne et qu'elle exhale toutes ses saveurs et ses parfums, m'acheter une truffe et bien la cuisiner. C'est une fois dans l'année, voilà. Je ne me nourris pas de truffes, j'en ai pas les moyens. Mais hier, en l'occurrence, j'avais une truffe que j'ai achetée à 700 € le kilo. Alors, c'était une belle caillasse que j'ai décidé de faire dans un gratin de macaroni avec du comté 24 mois, un peu de crème fraîche de Normandie, des penne bio et des gros cubes de jambon. Et là, j'ai fait des lamelles de truffe très fines que j'ai ensuite taillées. J'ai haché une truffe et j'ai fait effectivement ce plat. Et ça m'a pris même pas un quart d'heure pour le faire, sans compter la cuisson évidemment, mais en termes de préparation. Et j'aime cuisiner comme ça, de façon très spontanée, rapide, et par conséquent, je me lance pas vraiment dans des énormes défis techniques avec des poches à douille. J'ai une passion pour le millefeuille, pour le Paris-Brest. C'est des grands desserts français que j'apprécie beaucoup et que j'aime déguster chez les grands pâtissiers qui savent les faire. Mais donc pour l'instant, vous évitez plutôt la pâtisserie. Ouais, j'évite la pâtisserie, mais j'évite aussi les gros défis techniques. Quelque chose qui relève aussi de la pâtisserie, qui faisait avant partie de la pâtisserie, c'est les pâtés en croûte, par exemple, puisqu'il s'agit là encore de pâtes. On pâtisse le pâté en croûte. J'adore les très bons pâtés en croûte. Attention, je suis en plus lyonnais, même si je ne dis pas pâté croûte, je dis pâté en croûte. Et je ne me lance pas dans le défi d'un pâté en croûte, par exemple. Ok. Et des riz de veau, les abats? Ah si, ça j'y vais. Ouais. J'adore le C'est long, les riz de veau à j'adore faire. les rognons. Mais c'est très long à faire les riz de veau. Oui, À c'est vrai préparer. c'est vrai que ça demande un peu d'après, mais ça me plaît beaucoup de le faire. Mais on peut se tourner vers des abats beaucoup plus simples et prendre par exemple foie de une veau. belle tranche de foie de veau. Ah, Exactement. j'adore ça. Ça vous arrive de rater des trucs quand même? Oui. Vous avez raté quoi la dernière fois? C'est pas vraiment que j'ai raté, mais j'ai essayé une recette qui me faisait très envie sur New York Times, qui a une très bonne section food, avec des recettes chaque semaine que je regarde avec Concupiscence. intérêt. Intérêt professionnel déjà. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a toujours cette idée, c'est ça que j'aime bien dans les pays anglo-saxons, c'est qu'ils appliquent à la cuisine ce qu'ils appliquent pour bien d'autres disciplines, c'est-à-dire cette espèce de rapport, la rentabilité d'une recette, comment on peut la faire très rapidement, cette espèce de pragmatisme très anglo-saxon, de passer le moins de temps possible, un peu à la Ottolenghi ou à la Jamie Oliver, le moins de temps possible en cuisine avec un très beau résultat à l'arrivée. Mini effort, maxi réconfort. C'est un peu la devise souvent de la cuisine anglo-saxonne. Et dans cette répertoire, il y a le one pot, où on met tout dans un pot et tout cuit en même temps. Et moi, j'ai essayé une recette de poulet au citron et au riz avec un peu d'épices. Et je me suis retrouvé, alors ça faisait, paraît-il, partie des meilleures notes du New York Times en 2024. J'ai appliqué la recette à la lettre. Je me suis trouvé un peu avec un truc un peu difforme que ma famille a considéré comme une espèce de ragougnasse. Et moi-même, j'ai été obligé de leur donner raison. Donc de temps en temps, je peux me planter. Ouais. Bon, vous qui aimiez beaucoup Pivot, je vous propose de terminer par un petit questionnaire rapide. Oui. À qui devez-vous beaucoup, François-Régis Gaudry?
À plein de gens, mais il faut un nom. Vous pouvez en donner plusieurs? Je crois que je vois beaucoup. Là, spontanément, je pense à Lydia Bakri, qui a été ma rédactrice en chef à l'Express Style, où j'ai exercé mon métier pendant plus de 15 ans à l'Express. C'était une femme formidable, patronne de presse, qui m'a fait confiance, notamment dans la critique restaurant, et qui m'a toujours encouragé à faire plus à l'Express, et qui a été un peu mon ange gardien pendant pas mal d'années lorsque j'étais journaliste à l'Express. Et qui a accepté notamment aussi, toujours en étant journaliste à l'Express, que je continue ailleurs, que je mette pas mes œufs dans le même panier, que je fasse une émission à la radio, une émission à la télévision, que je fasse des livres, que j'investisse les réseaux sociaux. Et elle a toujours accueilli ça avec bienveillance et encouragement. Lydia Bakri. Que feriez-vous si vous étiez une femme le temps d'une journée? Déjà, quelle journée vous choisiriez? Que je sois homme ou femme, je suis très préoccupé en ce moment par l'idée de me sentir bien dans mon corps et de faire du sport. Voilà, donc je fais du yoga. Et que je sois homme ou femme, parce que je sais que beaucoup de femmes pratiquent également le running, par exemple, ce serait l'idée voilà, d'aller courir, faire un 15 km. Je suis en train de préparer le marathon parce que j'ai mon dossard pour le marathon de Paris qui se déroulera le 6 avril. Et je cours 3 fois par semaine. J'ai un coach sportif qui me fait de l'entraînement fractionné. Je cours tous les week-ends. Si vous proposez d'être une femme un jour, vous décidez d'enfiler un legging et une brassière et d'aller courir, quoi. Mais ouais, pourquoi pas? Ok, très bien. Vous allez voir, c'est assez différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque? Oui. Mon ami d'enfance. Nicolas Schirman. C'est un ami que j'ai perdu. Il est mort d'une maladie terrible dans ses 30 ans. Il est mort en 2007. Et je l'ai rencontré quand j'étais en 3e. Et on a beaucoup voyagé ensemble, on a beaucoup skié. C'était un passionné de surf et d'aventure. On a fait de l'escalade. On a fait beaucoup de sport ensemble. Il était cuisinier à Lyon. Et il a été touché par un cancer fulgurant. Et je suis encore en contact avec sa mère, sa famille, son frère. Nicolas Schirman, c'était vraiment mon meilleur pote. Et il est parti vraiment trop vite. Et c'était en 2007, je pense, très très souvent à lui, pour ne pas dire tous les jours. Est-ce que c'est facile de vivre avec vous? Non. Non. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience? C'est peut-être, je sais pas, d'en dire trop en interview. Qu'est-ce qui rend un homme heureux? C'est compliqué le bonheur, franchement. Moi, j'ai des grandes bouffées de joie, des bouffées d'euphorie, Mais alors, le bonheur, c'est quand même un autre projet qui se définit à long terme. J'ai le sentiment souvent d'être heureux, mais je vais pas dire que c'est un truc fugace et que souvent, mais ça se construit le bonheur, quoi. C'est pas un truc qui vous tombe dessus. Il faut le construire et puis il faut essayer d'organiser les conditions pour l'atteindre. C'est un truc qui parfois prend un peu de temps. Pas simple. Enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise en vous voyant arriver un jour, le plus tard possible, bien sûr? Essaye de te tenir droit. C'est ce que me disaient aussi mes parents, il faut se tenir droit dans la vie. Merci beaucoup François-Régis Gauthier d'être venu dans Tant qu'il y aura des hommes. Les mots de la fin vous reviennent. Donc je commence la phrase et vous la terminez. Oula. Alors, tant qu'il y aura des hommes. Le monde sera perdu. Non, je plaisante. Tant qu'il y aura des hommes... Waouh. Dire quelque chose d'intelligent à la suite de cette phrase. J'ai presque envie de dire, plutôt que tant qu'il y aura des hommes, ce serait plutôt s'il y avait des hommes un peu plus raisonnables à la tête de nos grandes puissances, on ne foncerait pas à 400 km/h dans le mur. Très bien.
Merci beaucoup, portez-vous bien et à bientôt. Merci. Tant qu'il y aura des hommes.